Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir, comme vous pouvez le lire, le chapitre 2 avec la biodiversité qui change au cours du temps. Donc dans cette vidéo, je vais vous faire simplement du cours. Je vous conseille de la regarder en entier une fois, puis de la repasser en faisant pause aux endroits où vous allez pouvoir noter dans vos cahiers. Donc vous prenez vos cahiers, un stylo et vous allez noter les passages que je veux que vous notiez, je le préciserai. Donc là par exemple, chapitre 2, la biodiversité change au cours du temps, c'est à noter dans le cahier. La biodiversité va changer au cours du temps, c'est un fait. Donc la Terre existe depuis 4,6 milliards d'années. La biodiversité, elle, donc la vie, existe depuis 4000 millions d'années, donc ça fait quand même très longtemps que la vie existe sur Terre. Et cette vie, elle a pas mal évolué au cours du temps. Le problème, c'est que nous, les humains, on est là depuis très peu de temps. Si on imagine que la Terre s'est formée à minuit, et que là, tout de suite, maintenant, il est midi, l'humain, lui, n'est apparu qu'il y a 2 secondes, peut-être même 1 seconde. Donc, si on observe la Terre que depuis 1 seconde, alors qu'elle existe depuis 12 heures, ce n'est pas évident pour nous d'observer des changements de sa biodiversité. Mais cela reste possible. On va voir que ça reste possible d'observer les changements de la biodiversité, même à une petite échelle, qui est celle de l'humanité. Nous, c'est vrai, on peut observer des échelles de temps de quelques décennies, c'est pas grand-chose par rapport à des millions d'années de changement, mais on peut quand même déjà regarder ce qui se passe maintenant, et on peut aussi bien sûr regarder dans le passé grâce aux fossiles. Donc c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. La première partie, la partie 1, vous notez des changements de biodiversité sont observables sur un temps court. Donc on pourrait penser qu'on ne peut rien observer à une échelle humaine, pourtant on va pouvoir observer des changements de la biodiversité en observant des phénomènes pourtant très récents. Par exemple, ce moustique. Donc le moustique que vous voyez ici, cette espèce de moustique. En 1965, les humains, en France, on a voulu aller sur le littoral, dans les forêts landaises, mais c'était pas possible d'habiter là-bas tellement il y avait des moustiques. Donc la municipalité, les gens qui ont commencé à construire des maisons, ont décidé de chasser, de lutter contre les populations de moustiques très désagréables en mettant beaucoup d'insecticides. Donc ça a fonctionné, la population de moustiques a beaucoup diminué, mais elle n'a pas disparu. Or, depuis 1965, si on regarde les moustiques, qui restent, on va constater un changement dans leur comportement par rapport à l'insecticide. Donc ce qui est marqué ici dans le texte, c'est que vous avez maintenant 2 types de moustiques. Vous avez des moustiques sensibles qui vont mourir pour des concentrations d'insecticides normales, et puis vous avez des populations de moustiques qu'on va appeler une population de type résistant. Et ces moustiques-là, si vous voulez les éradiquer, il va falloir des quantités d'insecticides pratiquement 10 fois, 100 fois supérieures aux concentrations qui étaient auparavant nécessaires. Donc ça, ce nouveau type de moustique, il n'existait pas avant 1965. On a donc une apparition d'un nouveau type de moustique. Ce n'est pas une nouvelle espèce, par contre, c'est une apparition d'un nouveau gène. Donc si je regarde ici, dans l'ADN des moustiques de type S, on a un seul gène EST2, alors que dans l'ADN des moustiques de type R résistants, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 copies différentes, 8 copies différentes de EST2. Donc on a une mutation et une biodiversité génétique qui a changé. On a bien un changement de biodiversité. Ce ne sont pas de nouvelles espèces, mais ce sont de nouveaux gènes qui apparaissent. Et ça déjà, c'est un changement dans la biodiversité. C'est moins spectaculaire, mais c'est déjà le cas. Il y a bien des changements. Un autre changement qui peut être observé, c'est quand même l'apparition de nouvelles espèces. Ici, je vais avoir une nouvelle espèce qui va apparaître. Nous sommes dans les Galapagos, dans les années 80. On va amener ici un pinson de bec moyen, d'accord? Et on va amener un pinson bec conique. On est sur une île et on a 2 types de pinsons, les becs moyens et les becs coniques. Et on se rend compte qu'ils vont pouvoir se reproduire entre eux. Donc ce sont 2 espèces différentes qui vont pouvoir engendrer un certain type d'hybride.
qu'on va appeler le Big Bird. Et le Big Bird correspond bel et bien, assez rapidement, à une nouvelle espèce qui n'est ni le bec moyen, ni le bec conique. Et les Big Birds ne vont se reproduire que entre eux. Tous les Big Birds, à chaque fois, ne se reproduisent qu'avec d'autres Big Birds. Et donc, très rapidement, ça va former une nouvelle espèce de pinson qui n'existait pas avant. Et ça a été observé en 1981, donc par l'homme. Ça n'a pas pris des millions d'années et on a une nouvelle espèce qui est apparue. Une autre chose un peu plus triste à observer et qui est pourtant un changement de la biodiversité des espèces, c'est la disparition des espèces. Donc Big Bird est une espèce qu'on a vue apparaître, mais on voit aussi régulièrement des espèces disparaître comme le dauphin de Chine et le rhinocéros noir. Donc à l'échelle humaine, il est parfaitement possible d'observer des changements de biodiversité. Vous noterez dans vos cahiers ceci, ce à retenir. La biodiversité actuelle évolue en permanence, même si ce n'est pas toujours perceptible. Mais ça reste perceptible dans certains cas, avec la disparition et la formation en direct de nouvelles espèces en attestent. Donc, on ne peut pas toujours voir la biodiversité changer, parce que ça prend du temps, mais malgré tout, il y a quelques exemples qui permettent de montrer qu'elle est vraiment en train de changer. Donc, si on ne veut pas se contenter de voir ce qu'on peut voir, mais qu'on veut remonter plus dans le passé, c'est possible, on va reconstituer la biodiversité du passé. Comment faire pour reconstituer une biodiversité qui a disparu, qu'on ne voit plus? On utilise les fossiles, ça vous devez le savoir. Le seul moyen qu'on a, le meilleur moyen qu'on a d'étudier la biodiversité du passé, c'est d'utiliser les fossiles. Donc ici, vous avez un fossile d'une espèce qui a disparu, l'Archaeopteryx. Donc voilà, un exemple de fossile et de reconstitution dessinée qui a été faite par l'homme. Il est possible de reconstituer complètement un paysage à partir de plusieurs fossiles datant de la même époque et du même lieu. Donc ici, on a reconstitué un paysage du passé qui date quand même de 161-145 millions d'années. Donc vous notez dans vos cahiers que la plupart du temps, les êtres vivants ne laissent aucune trace de leur existence après leur mort. Mais ponctuellement, le processus de fossilisation permet d'accéder à la biodiversité aujourd'hui disparue. Donc vous notez aussi la définition de fossile, c'est au programme, restes ou traces d'êtres vivants conservés dans les roches. Troisièmement, les crises biologiques, des changements importants de biodiversité. Donc depuis l'apparition de la vie, en particulier une vie très observable dans les fossiles, donc si on remonte à 540 millions d'années, donc on avait un certain nombre de familles. Donc ce sont des familles d'espèces vivantes qui sont observées ici et on va les compter. Donc on va compter le nombre de familles que l'on a trouvées dans les fossiles. Et en comptant le nombre de familles, on se rend compte que ça a tendance quand même globalement à augmenter parce que on a, grâce à l'évolution, une augmentation du type d'espèces, du nombre d'espèces. Mais ponctuellement, on a quelque chose qui va à l'inverse de ça, c'est les crises. Donc tout d'un coup, le nombre de familles peut chuter. Et on appelle ça bien sûr une crise biologique. Et on peut en compter 5 importantes depuis le Cambrien. Donc ici, 1, 2, 3, 4, 5. La plus importante, celle qui a été la plus terrible, c'est celle-ci. Il y a 250 millions d'années, vous remarquez, c'est énorme la chute. Donc ça, c'est la plus grave. Et celle que vous connaissez peut-être le mieux, c'est la plus récente ici. C'est la crise la plus récente, il y a 65 millions d'années que ça s'est produit. Et elle est connue parce que c'est la crise qui a fait disparaître les dinosaures. Donc deux définitions à noter dans vos cahiers. La définition de crise biologique, qui est une brève période de l'histoire de la Terre marquée par un bouleversement important de la biodiversité. Et juste après les crises biologiques, on a des radiations adaptatives, qu'on peut appeler tout simplement diversification. Donc la diversification des espèces ayant survécu à des crises biologiques. Donc si je reviens juste avant, on le voit très bien que très souvent, après une crise biologique, on va avoir une radiation adaptative qui est donc une diversification soudaine du nombre d'espèces après une crise biologique. Donc, crise biologique, radiation adaptative, crise biologique, radiation adaptative, etc.
Quels sont les facteurs qui donnent lieu, qui vont causer une crise biologique? Il y en a plusieurs qui ont été identifiés. La baisse du niveau marin, des événements volcaniques, des variations climatiques et aussi un impact météoritique. Pour la crise des dinosaures, il y a eu une grosse météorite qui a provoqué la disparition des dinosaures. Il y a une quatrième crise à laquelle dont on va parler maintenant, qui n'a pas de facteur naturel pour l'expliquer. Et non, c'est pas un facteur naturel, c'est un facteur humain. En fait, l'homme va être responsable de la 6e crise biologique. Donc ce n'est plus à mettre au conditionnel, hein. Ça fait longtemps qu'on n'est plus nécessaire maintenant de dire peut-être qu'il y a une crise en ce moment. C'est pas peut-être, regardez les chiffres ici. Il y a en ce moment un taux d'extinction des espèces qui est très largement supérieur au taux d'extinction normal de la vie. Donc en ce moment, le taux d'extinction des espèces est en train de bondir dans toutes les espèces, hein. C'est pas que celles qu'on voit là c'est des vertébrés. Mais c'est pas que les vertébrés qui disparaissent en ce moment. Toutes les espèces vivantes sont en train de disparaître sous l'effet de facteurs humains. Donc l'homme est en train de provoquer la 6e crise biologique. Son importance dépendra des mesures qui seront prises à l'avenir. En tout cas, elle a déjà commencé. Mais donc il est incontestable qu'il y en aura une. On peut espérer par contre que grâce à une prise de conscience, elle ne sera pas si importante que ça. On peut toujours espérer. On peut encore faire des choses. Donc ce que vous notez dans vos cahiers, c'est que récemment, l'espèce humaine a éliminé directement ou non de nombreuses espèces. On appelle ce phénomène la 6e grande crise biologique. Donc l'espèce humaine, quand on dit éliminer directement, c'est quoi une élimination directe? C'est les moustiques tout à l'heure, quand on met les insecticides dessus pour les éliminer, c'est une élimination directe. La chasse, la pêche, ce sont des éliminations directes. Par contre, les espèces d'orang-outans qui ont disparu parce que on a fait une immense déforestation. Et c'est à cause de la déforestation que cette espèce est en train de disparaître alors qu'elle n'est pas spécialement chassée. Donc voilà, il peut aussi y avoir une élimination indirecte due à la déforestation, au changement climatique et à l'acidification des océans. Donc c'est tout pour ce chapitre 2. Donc, dans le chapitre 2, il faudra retenir que la biodiversité évolue au cours du temps. La biodiversité évolue au cours du temps du fait d'extinction d'espèces et de diversification des espèces, et qu'il existe des grandes crises biologiques qui ont marqué l'histoire de la Terre. Merci à vous et à bientôt pour le prochain cours.